Bonjour à tous, bienvenue, c'est l'heure de Parlement Hebdo, 45 minutes pour faire le tour de l'actualité politique et parlementaire. Cette semaine dans l'actualité avec nous Katia, bonjour. Bonjour Mickaël. Le début d'un long marathon pour la loi travail, examinée et votée en commission à l'Assemblée nationale. Dans le même temps, syndicats, étudiants et lycéens poursuivent les manifestations. Et le Parlement a voté la loi qui pénalise les clients de prostituées. C'est la fin d'un long chemin parlementaire et d'un long feuilleton entre le Sénat et l'Assemblée. Le renouveau en politique a le vent en poupe. Emmanuel Macron a beaucoup réfléchi, dit-il. Il lance un nouveau mouvement nommé En Marche, ni de droite, ni de gauche. Et on va parler de tout ça avec notre invité cette semaine, Guillaume Larrivé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député Les Républicains de Lyon et porte-parole de votre parti. On va commenter cette semaine avec vous. On commence bien sûr avec le début du marathon, le début et même la fin du marathon parlementaire. Lundi et toute la semaine, les députés ont voté en commission la loi El Khomri. Et le texte a donc été réécrit à la faveur de plus de 1000 amendements déposés. Parmi les dispositions votées, le référendum d'entreprise, le compte personnel d'activité, aussi un assouplissement du licenciement économique. Compte rendu de la dernière séance en commission avec Rim Benhammer. L'article 30, c'est le fameux article sur la redéfinition du licenciement économique, l'article le plus contesté de cette loi. Désormais, le licenciement pourrait être justifié par une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires ou tout autre motif justifiant ces difficultés. Et les décisions seraient plus difficilement contestables devant les tribunaux. C'est l'analyse des frondeurs qui demandent le retrait de l'article. En effet, il y a une idée qui est portée par ceux qui pensent que ce texte, en tout cas cet article, est la base nécessaire dans le Code du travail pour régler une partie du problème de la compétitivité, créer de l'emploi. Moi, je considère avec d'autres que c'est une idée erronée, avec pour conséquence un recul de la protection des salariés. Mais le rapporteur veut équilibrer le texte avec un geste en direction des PME. Il propose un amendement visant à distinguer le nombre de trimestres de baisse de l'activité selon la taille de l'entreprise. L'amendement que je vous propose intègre la baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, soit en comparaison avec la même période de l'année précédente, d'au moins un trimestre pour les entreprises de moins de 11 salariés, d'au moins 2 trimestres consécutifs pour les entreprises entre 11 et 50, d'au moins 3 trimestres pour les entreprises de 50 à 300, et enfin d'au moins 4 trimestres pour les plus de 300 salariés. Une méthode contestée par la droite. On arrive aujourd'hui à une nouvelle modification de ce texte qui est... Alors, ce n'est pas forcément une reculade pour une fois, mais c'est quand même une façon d'interpréter les choses qui est totalement différente. Malgré ces craintes, l'article 30 a été adopté. Voilà, alors ce texte a en effet été adopté en commission. Ce n'est pas pour autant la fin du parcours. Est-ce que vous êtes satisfait de la réécriture du texte ? Non, parce que la machine à rigidité socialiste tourne à plein régime. On voit bien, on a compris. Au départ, un avant-projet de texte assez ambitieux. Et puis ensuite, un texte qui devient un texte assez classiquement socialiste. Alors, oui, mais très concrètement, il faut que nous, les Républicains, les députés avec Isabelle Le Callennec, Gérard Cherpion, ou les sénateurs ici avec notamment Jean-Baptiste Lemoyne, il faut qu'on fasse évidemment notre travail d'amendement sur des choses très concrètes. Le travail parlementaire peut être utile. Ces amendements ont été tous rejetés en commission par les socialistes à l'Assemblée cette semaine. Ils refusent, par exemple, qu'on supprime le monopole des syndicats pour les candidatures dans les entreprises. Ils refusent la suppression des seuils sociaux qui bloquent l'emploi dans les PME. Ils refusent un vrai barème des indemnités prud'homales en cas de licenciement. Bref, sur tous les sujets concrets qui pourraient donner de l'oxygène aux entreprises, les socialistes nous disent niet, nada, ils n'en veulent pas. Et ils sont en train de préparer un texte classiquement socialiste et totalement vous avez ringard. tendu la main, ils ont refusé, alors que on fait le travail parlementaire, on fait des propositions, on est à l'écoute des besoins du terrain, on sait ce que les entreprises françaises ont besoin, c'est-à-dire de plus de souplesse, de plus de liberté pour encourager tous ceux qui veulent créer, qui veulent progresser, qui veulent avancer. Et puis on se heurte à un mur, le mur d'un parti socialiste complètement ringard qui refuse ces avancées concrètes pour les entreprises. Voilà la réalité. Tout n'est pas à jeter dans ce texte, création du compte épargne-temps qui permet d'être payé quand vous ne prenez pas de congé. Il y a quand même des dispositions que vous approuvez. Prenons par exemple cet exemple, le compte d'activité qui est dans la loi El Khomri. Bon, c'est bien gentil, mais ils maintiennent le compte pénibilité.
Ça, c'est une absurdité. Le compte pénibilité, il entre en vigueur ces jours-ci, notamment dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics. C'est un nid à ennui, pour ne pas dire autre chose, pour les entreprises. Et donc, ça détruit de l'emploi. Moi, je souhaiterais qu'on entre enfin dans le concret et que très utilement, de manière très simple, très pragmatique, on prenne les 10-15 mesures de déverrouillage de ces contraintes qui empêchent aujourd'hui les PME d'embaucher. Mais vous dites que le débat parlementaire tel qu'il est mené actuellement ne permet pas pour vous d'exprimer... Non, parce qu'il y a une réalité. La majorité des députés socialistes qui ont été élus il y a bientôt 4 ans maintenant, en juin 2012, sont sur une ligne qui n'est pas une ligne réformiste. Ce n'est pas une ligne pro-entreprise. C'est une ligne plutôt... Aubristo, Mélenchonneau, nostalgique. C'est quasiment la ligne du 19e siècle, je dirais. Mais vraiment, c'est frappant. Il faut écouter quand même ce qui se dit dans les débats de commission des affaires sociales à l'Assemblée. C'est pas du tout une gauche moderne. Ben, je pense qu'il y a un décalage, en tout cas, entre les besoins des entreprises et cette majorité socialiste qui me paraît complètement à la ramasse, c'est complètement décalé par rapport aux besoins de la France de 2016 et des entreprises de 2016. Alors on en reparlera le 3 mai, le texte arrive dans l'hémicycle. En attendant, la semaine a été aussi marquée par les révélations de cas d'évasion fiscale à grande échelle, scandale planétaire. Panama Papers, c'est le nom de l'enquête internationale conduite par une centaine de journaux. Elle a permis de dévoiler une liste de propriétaires d'avoirs au Panama, pays réinscrit depuis sur la liste des paradis fiscaux. Germain Andrieux. Une enquête planétaire sur plus de 11 millions de documents. Tous sont issus du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca. Plus de 140 responsables politiques et personnalités seraient concernés dans le monde. François Hollande a déjà annoncé, pour les cas français, des répliques judiciaires immédiates. Ces informations, ces révélations confirment qu'il est possible de lutter contre la fraude fiscale et toutes les informations qui seront livrées donneront lieu à des enquêtes des services fiscaux et à des procédures judiciaires. Les montages de comptes offshore peuvent être légaux, mais à une condition, les déclarer auprès du fisc français. Sinon, tout fraudeur fiscal risque une amende et une peine d'emprisonnement. Il y a déjà des poursuites aujourd'hui engagées contre un certain nombre des personnes qui ont déjà été nommées à la suite de ces révélations. Toute autre personne qui viendrait à notre connaissance sera poursuivie par les voies légales parce que, comme vous l'avez dit, la fraude fiscale est insupportable, plus encore aujourd'hui, au moment où beaucoup de Français sont dans la difficulté. Le gouvernement du Panama a de son côté confirmé sa coopération avec la justice en cas d'ouverture d'une procédure judiciaire. Le gouvernement s'était engagé à lutter contre ces dérives. Et comme le dit Michel Sapin, il a eu quand même des résultats. Vous lui reconnaissez une certaine efficacité dans ce domaine ? Non, mais je ne suis pas là pour distribuer des bons points à ce gouvernement. Non, pardon. Enfin, ce que je constate d'abord, sérieusement, c'est que la liberté de la presse et la liberté de la presse d'investigation permet de mettre dans le débat public des informations qui sont extrêmement intéressantes, et tant mieux. Et je tiens beaucoup à ça. Et cette liberté d'investigation, le secret des sources également, c'est quelque chose de très important dans notre démocratie. Au budget qui dit qu'il aurait bien aimé que la presse puisse lui donner ces listings. En tout cas, je constate qu'ils sont dans le débat public. Maintenant, chacun doit prendre ses responsabilités. Il faut que l'autorité judiciaire, selon les procédures qui sont les siennes, c'est-à-dire un vrai sérieux d'enquête, d'investigation, un certain nombre aussi de respect des droits de la défense, de contradictoire, de secret de l'instruction, bref, que tout ça fonctionne et que toute la lumière soit faite sur ces manquements. Ce que je voudrais aussi ajouter, c'est qu'il y a évidemment des paradis fiscaux, c'est pas bien, mais ce qui n'est pas bien aussi, c'est l'enfer fiscal dans lequel se trouve un certain nombre de nos compatriotes, et je veux parler des classes moyennes, qui ne sont pas du tout naturellement les classes moyennes. Les listings de... Mais si, mais ça a à voir avec quelque chose, c'est la fiscalité. Parce qu'il y a effectivement ces paradis fiscaux et des systèmes de détournement qui sont complètement scandaleux avec de la fraude fiscale. Et puis, parallèlement, il y a des Français, des artisans, des commerçants, des salariés, des familles qui n'en peuvent plus de l'enfer fiscal français. Et je trouve qu'on doit faire... Non, pas du tout. Vous savez, l'artisan de Toussy ou de Saint-Fargeau dans ma circonscription, il n'a pas un compte au Panama, contrairement peut-être à M. Cahuzac ou à des gens, effectivement, de la nomenclatura socialiste française qui ont utilisé ces systèmes. Et en 2009, Nicolas Sarkozy qui disait les paradis fiscaux c'est terminé, s'est trompé quand même. Et on est en 2016, non ? Ah oui. Je crois qu'il n'est pas président de la République. Il l'a été quand même. Donc interrogez peut-être François Hollande.
Mais aujourd'hui, c'est François Hollande, le président de la République française. Qui a retiré en 2011 la liste de Panama, qui revient aujourd'hui, beaucoup de choses pour être mis sur liste noire. Vous savez, beaucoup de choses ont été faites lors du quinquennat précédent pour essayer, notamment à l'échelle du G20, de faire entendre la voix de la France. Et ce que je regrette, c'est que depuis plusieurs années, la voix de la France sur la scène internationale, elle est complètement inaudible. Il n'y a pas une initiative française à Bruxelles. Quand vous allez à Bruxelles, discuter avec la Commission, ou quand vous allez à Berlin, je l'ai fait à la fin du mois de janvier, échanger avec la CDU, ce qu'on vous dit à un député français, c'est que le gouvernement français, il est inaudible. Et sur cette question-là aussi, vous savez, c'est très bien de faire des discours de meeting, comme le Parti socialiste sait le faire. Ça aurait été mieux de prendre des initiatives à l'échelle du G20, à l'échelle peut-être aussi de la Banque mondiale, pour lutter efficacement et concrètement contre ces détournements et ces paradis fiscaux. Guillaume Larive, on va changer un petit peu de sujet. C'est mardi, toujours le Premier ministre qui a coutume du parler vrai, il faut le dire, a désigné clairement son adversaire, c'est l'islam radical. Manuel Valls a relancé le débat sur la place du salafisme en France. Écoutez. Il y a une forme de minorité agissante, des groupes qui sont en train de gagner la bataille. Dans d'autres temps, on aurait dit la bataille idéologique, culturelle. Les salafistes doivent représenter 1% aujourd'hui des musulmans dans notre pays, mais leur message... Mais comment les sur le terrain? Les messages sur les réseaux sociaux et dans le débat culturel, il n'y a que, d'une certaine manière, qu'on entend. Et il n'y a que, qui se font entendre en plus pour les plus jeunes, parce que la parole de l'islam de France unie, aujourd'hui, ne passe pas. Il a raison, Manuel Valls. Vous auriez pu tenir ces propos? Je donne crédit à Manuel Valls d'une sincérité dans cet engagement. Et je suis convaincu, pour ma part, que nous devons, sur cette question, faire l'union de tous les républicains et de tous les patriotes contre l'islamisme. Parce que l'islamisme est notre ennemi. L'islamisme nous a déclaré une forme de guerre. L'islamisme veut détruire la société française telle qu'elle est, une société de liberté, une société d'égalité entre les femmes et les hommes. Et je pense que le devoir de tous les républicains et de tous les patriotes, des diverses rives du débat public, c'est effectivement l'unité, mais surtout l'efficacité contre ce danger qui nous menace. Et donc, il faut maintenant qu'on soit dans les actes et qu'on soit extrêmement efficace et concret pour lutter concrètement partout en France contre cet ennemi islamiste. Certes, mais pour le Conseil français du culte musulman, ce type de propos est assez exagéré. Ils disent qu'ils ne voient pas de signe de raz-de-marée. Je connais bien le président du CFCM, Anouar Kebibech. Oui, il a tort de s'exprimer ainsi. Au contraire... Ce n'est pas une menace fantasmée, exagérée pour vous? Mais pas du tout. Écoutez, il suffit... hélas, d'ouvrir un magazine où il suffit de se rendre dans de nombreux quartiers de France pour bien constater que cette menace, elle n'est pas fantasmée. Et pardon de devoir le dire aussi, mais ça n'est pas un fantasme, les attentats islamistes. C'est quelque chose qui nous a meurtris dans notre chair. Je voudrais vous faire une proposition à votre antenne. Moi, je propose qu'on bouge la loi sur un sujet très précis. Je souhaite que désormais, les autorisations de construction de mosquées en matière d'urbanisme ne soient pas décidées seulement par les maires, mais en codécision par le ministre de l'Intérieur et par le maire. Parce que je pense qu'il faut à la fois qu'il y ait une instruction locale, ça c'est le maire, avec notamment des considérations d'urbanisme, des considérations d'acceptation par la population locale, mais il faut aussi un vrai contrôle policier, un vrai contrôle d'ordre public pour savoir qui paye, qui finance la mosquée, qui va prêcher, quel va être le contenu des prêches. Je pense qu'il est nécessaire d'avoir désormais, c'est vraiment une annonce que je vous fais, un copilotage, ministère de l'Intérieur, mairie, une codécision sur cette question extrêmement sensible de l'autorisation de construction des mosquées en France. Est-ce que vous pensez que les institutions représentatives, notamment pour les musulmans, seraient d'accord ? Je ne sais pas, mais c'est au Parlement d'en décider, car c'est nous, députés, qui représentons l'ensemble de la nation. Je représente un 577e des Français, qu'il s'agisse de Français qui croient au ciel ou qui n'y croient pas, de Français catholiques, de Français musulmans, de Français qui sont athées, de Français agnostiques. Nous représentons tous les Français. Donc vous estimez aujourd'hui qu'en France, il y a un problème avec la construction des mosquées ? Il y a manifestement un problème d'ordre public avec un certain nombre de structures qui existent déjà, qu'il faut fermer, parce qu'il faut fermer toutes les mosquées salafistes qui menacent l'ordre public. Et il faut aussi veiller à ne pas construire n'importe quoi, n'importe comment. J'ai moi-même un contentieux avec le maire d'Auxerre dans ma ville, je suis chef de l'opposition. Je m'oppose à la construction d'une mosquée pour laquelle je m'interroge beaucoup sur les conditions d'opacité. Par rapport à cette proposition que vous avez exposée, vous allez déposer un texte. J'y travaille au plan juridique, mais en tout cas, c'est l'orientation que je me suis fixée. Je pense qu'il faut modifier la règle de droit et donner ce pouvoir de codécision au ministre de l'Intérieur pour des raisons d'ordre public.
Vous avez peut-être parlé avec le ministre de l'Intérieur d'un mot et après on passe à un autre sujet. C'est un sujet sur lequel nous devons progresser ensemble. D'accord. Donc on va passer au projet de réforme pénale qui a été voté au Sénat. C'est un projet qui a été fait après les attentats, notamment qui ont secoué le 13 novembre dernier Paris. Ce texte prévu pour prendre le relais de l'état d'urgence a été approuvé par une très forte majorité. Il prévoit la perpétuité réelle ou les perquisitions nocturnes et l'usage aussi des armes approfondies, notamment pour les forces de l'ordre. Vous êtes satisfait de ce texte ? Pour l'essentiel, c'est un bon texte. Je l'ai voté à l'Assemblée, je l'avais amendé, notamment j'avais fait voter il y a eu des amendements avec l'accord supplémentaires de Jean-Jacques Urvoas un amendement sur la perpétuité incompressible pour les criminels terroristes, dont on a un petit peu parlé et qui a été repris ici au Sénat. J'ai une ou deux réserves, notamment sur l'usage, je vous le dis, de l'IMSI Catcher en matière judiciaire. Enfin bon, ça c'est un point relativement technique. Les services qui utilisent évidemment pour... Je suis totalement favorable à ce qu'on utilise dans le cadre des services de renseignement. Et on a voté une loi dont j'étais le co-rapporteur en 2015 à cet égard. Je ne suis pas complètement convaincu que cet instrument doive être utilisé par la police judiciaire de droit commun, si j'ose dire. Mais sous cette réserve, qui est presque une nuance technique, enfin, qui peut faire débat, globalement, c'est un texte utile qui va dans la bonne direction, parce que c'est un texte très pragmatique, en réalité. Exemple, c'est tout à fait nécessaire qu'on puisse retenir pendant 4 heures un individu pour une vérification d'identité approfondie. Si on avait eu cet outil, on aurait peut-être évité de laisser échapper plus précisément Abdeslam, au soir du 13 novembre, lorsqu'il a été contrôlé, qu'il n'a pas été identifié. Vous pensez que ça aurait résolu cette affaire? En tout cas, pour le cas Abdeslam... Je cite cet exemple précis, une retenue de 4 heures, qui n'est pas une garde à vue, mais qui est plus qu'un contrôle d'identité lambda, c'est absolument indispensable. Et au cas particulier, je le dis aussi comme vice-président de la commission d'enquête sur les moyens de la lutte antiterrorisme, au cas particulier, je crois que ça aurait été utile. Vous dites que ce texte, qui va donc s'appliquer lorsque la France sera sortie de l'état d'urgence, est donc complet et va donner aux forces de police... Je n'aurais pas du tout la prétention de considérer que ce sont des textes complets. En tout cas, c'est un bon texte qui sera utile. Nous ne faisons pas de cathédrale législative. Il faut à la fois être très volontariste et très modeste dans ces différents instruments juridiques. Mais je constate que c'est un texte qui est assez utile. Il faut le compléter par d'autres volets. Et notamment, je reste très attaché à une idée très simple, c'est qu'un détenu condamné pour des faits de terrorisme ne doit pas bénéficier du même régime d'aménagement et d'exécution des peines qu'un détenu lambda. J'avais fait un rapport parlementaire il y a quelques mois qui révélait que 56 détenus terroristes condamnés ont fait l'objet de mesures de libération anticipée en 2012, 2013, 2014, quand Christiane Taubira était mise à la justice. Ça, c'est pas possible. Il faut absolument qu'on supprime les mécanismes de réduction et d'aménagement de peine pour les détenus terroristes. Et là-dessus, on a un désaccord avec Jean-Jacques Urvoas parce qu'il n'est pas en accord avec cette proposition. Alors, on parle d'une autre réforme qui revient à l'Assemblée, celle du Conseil supérieur de la magistrature, qui est chargé d'assister le président de la République dans sa fonction de garant de l'indépendance des juges. Le premier texte présenté a été vidé de sa substance par les sénateurs. Objectif, renforcer l'indépendance du parquet. Germain Andrieux. C'est la seule réforme qui pourrait encore réunir le Congrès. La réforme du CSM, le Conseil supérieur de la magistrature. L'objectif à minima du garde des Sceaux et du gouvernement, renforcer l'indépendance du parquet en inscrivant dans la Constitution la nomination des magistrats sur l'avis conforme du CSM. On veut que aujourd'hui les juges ne soient plus nommés par le pouvoir politique. On fait une réforme à minima, certes, peut-être, mais en tout cas on fait une vraie réforme. Appartenant au président de la République de juger si les 3/5 sont possiblement rassemblables. Si ce n'est pas le cas, les Républicains porteront encore la responsabilité d'avoir ou d'imaginer une justice aux ordres. Quant à l'opposition, Éric Ciotti et plusieurs députés républicains veulent aller plus loin. Ils réclament l'interdiction du syndicalisme dans la magistrature. Quand il y a des dérives et des dérapages aussi importants que celui qu'on a pu constater sur le mur des cons, sans aucune conséquence d'ailleurs, eh bien le débat n'a pas été ouvert. Donc je pense que c'est important en tout cas qu'on en discute. Directement visé, le syndicat de la magistrature dénonce un faux combat idéologique et une mesure inapplicable. Le véritable enjeu, c'est que l'Assemblée nationale, le Parlement dans son ensemble, se saisisse d'une vraie réforme du CSM qui permettrait d'accroître l'indépendance des magistrats. Sans aucune obligation, le gouvernement respecte aujourd'hui l'avis du Conseil supérieur de la magistrature, une pratique qui devrait perdurer avant d'être gravée peut-être un jour dans la Constitution. Est-ce que vous souhaitez que cette réforme du CSM soit menée à son terme, soit votée avant la Saint-Glinglin? Il y a une gigantesque hypocrisie dans ce débat.
Le gouvernement vient vers nous en disant « indépendance, indépendance ». Mais en réalité, il nous soumet un texte qui maintient le monopole de présentation, c'est-à-dire le choix des candidats au parquet, dans les mains du garde des Sceaux. J'ai démontré ça avec Georges Fenech et Philippe Houillon face à Jean-Jacques Urvoas dans la nuit de mardi à mercredi à l'Assemblée. Il y a l'avis conforme, ça c'est en aval, c'est à la fin du dispositif, mais en amont, il y a la présentation des candidats qui vont devenir procureurs, et ça reste dans la main du garde des Sceaux. Donc c'est une gigantesque hypocrisie. Ce texte, même du point de vue de l'indépendance de la justice, n'est pas conforme à ses objectifs. Pourquoi est-ce que la droite l'a voté ici en 2013 alors ? Écoutez, demandez aux sénateurs, en l'occurrence je m'exprime comme député, je considère que ce texte n'est pas un bon texte, parce qu'il procède aussi d'une véritable erreur d'analyse. L'indépendance de la justice, pour moi et pour mes collègues députés républicains, c'est l'impartialité des jugements, ça n'est pas l'autonomie d'un contre-pouvoir judiciaire. Et donc on a une vraie divergence d'approche. Je considère, Michael Samès, que pour renforcer l'impartialité des jugements, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut revoir par exemple la formation de l'École nationale de la magistrature. Je m'interroge sur la multiplicité des grades au sein de la magistrature. Je m'interroge sur les décorations qui sont aujourd'hui permises. C'est quand même hallucinant qu'un gouvernement décore ou ne décore pas de la Légion d'honneur ou du mérite tel ou tel magistrat. C'est en cause quelque part l'indépendance aussi. Je considère qu'il faut renforcer l'impartialité des jugements. Je ne suis pas favorable à la suppression de tout engagement syndical, mais, pardon d'être un peu subtil, mais c'est parfaitement compréhensible. Je considère qu'il peut y avoir la défense d'intérêts professionnels. En revanche, il ne peut pas y avoir une expression politique. Et donc, il faut qu'on recadre l'exercice de l'engagement professionnel. Pour être très clair, la droite ne votera pas ce texte à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, nous avons déjà rejeté l'article 1er et l'article 2 de cette réforme dans la nuit de mardi à mercredi. Et le 26 avril, lors du vote solennel, les députés républicains, je vous l'annonce et vous le confirme, voteront contre ce projet de loi constitutionnelle. Ce qui veut dire donc qu'il n'y aura pas de congrès. Ça, c'est au président de la République. La réforme de la Constitution. 89 de la Constitution de se prononcer, mais j'imagine qu'il n'y aura pas de majorité pour affaiblir l'État. Car en fond, c'est ça la question de fond. C'est une révision constitutionnelle qui, loin de renforcer l'État de droit, de mon point de vue, l'affaiblit. C'est une réforme incomplète qui s'adresse à une partie d'un tout qui devrait être réformé, qui n'est pas aujourd'hui. Mais vous entendez peut-être la gauche aujourd'hui qui vous dit vous n'avez pas fait la réforme des langues régionales, vous ne voulez pas de la déchéance de nationalité, maintenant le CSM, bref, vous ne voulez rien quoi. Pardon, mais je les renvoie à leur propre turpitude. Lorsque Nicolas Sarkozy, il y a quelques années, en 2008, a fait une révision de la Constitution pour donner des nouveaux droits aux citoyens, avec notamment la QPC, la possibilité pour chaque citoyen de saisir le Conseil constitutionnel, la gauche a refusé. Lorsque Nicolas Sarkozy a réformé le Conseil supérieur de la magistrature, vous savez, avant Nicolas Sarkozy, c'était le président de la République qui présidait le CSM. Après Nicolas Sarkozy, c'est plus le président de la République. La gauche s'est opposée à cela. Alors vraiment, j'ai aucune leçon de morale républicaine et d'indépendance de la justice à recevoir de ces gens qui, par ailleurs, ont une pratique qui est assez déplorable. Bon, on va passer au mercredi. Vous allez voir, les députés aussi planchent sur l'élection présidentielle. Et sur ce texte, cette fois, les Républicains ont voté, en tout cas, vous avez voté. C'est une proposition de loi organique de modernisation des règles pour l'élection présidentielle, revoir les règles de parrainage, du temps de parole. Vous imaginez aussi peut-être la colère de ce que l'on appelle les plus petits candidats. Écoutez l'un d'entre eux, il s'appelle Nicolas Dupont-Aignan. Il y a une volonté, c'est de supprimer le premier tour. En fait, ils veulent faire disparaître le premier tour et enfermer les Français dans le tripartisme. On a vu le résultat au régional, 20 millions d'abstentions, plus d'1 million de bulletins nuls. C'est un crime vraiment contre la démocratie. Au moment où la France va si mal, on refuse l'égalité du temps de parole pendant 5 semaines. Vous avez commis un crime contre la démocratie, si je comprends bien. J'ai voté oui, sans aucune difficulté, je peux m'en expliquer. Oui. Contre l'avis de votre groupe, hein. On en a débattu entre nous. Vous savez, on a toujours une très grande liberté, on n'est pas caporalisé. J'ai voté oui, pourquoi ? Parce que je considère qu'il n'est pas normal que Jacques Cheminade, qui veut coloniser la planète Mars, ait le même temps de parole au moment de l'élection présidentielle que le chef de l'État, Nicolas Sarkozy ou François Hollande aujourd'hui. Je considère que l'élection présidentielle, c'est quelque chose de trop sérieux. Ça consiste à choisir le chef de l'État. Il ne s'agit pas de donner une exposition médiatique à n'importe quel zinzin, pardonnez-moi. Et donc je trouve que recadrer un peu l'exercice est tout à fait sain. Deuxièmement,
la publicité des parrainages, c'est quelque chose de profondément démocratique. Lorsqu'on est maire, lorsqu'on est président de conseil général, lorsqu'on est parlementaire et qu'on s'engage pour un candidat à la présidentielle, c'est normal qu'on le dise publiquement et que les citoyens, tout simplement, en aient connaissance. Donc c'est une loi transparente qui va dans le bon sens et j'ai eu aucune difficulté à la voter. Alors mercredi, toujours, la France a rejoint le camp des pays européens qui sanctionnent les clients de prostituées. Après un ultime vote des députés, le Parlement a définitivement adopté la proposition de loi PS qui renforce la lutte contre la prostitution. La fin de 2 ans et demi de bataille parlementaire. Alors, la proposition de loi instaure donc la pénalisation des clients. Est-ce que vous vous félicitez de cette loi? Est-ce que c'est une loi de progrès pour vous? Je ne crois pas. Et d'ailleurs, je n'ai pas pris part au vote en conscience. J'étais très hésitant, je vous le dis. Tout ce qui renforce les droits des femmes, naturellement, doit être encouragé. En même temps, pour en avoir discuté avec un certain nombre de collègues députés qui ont beaucoup travaillé sur ce texte, je ne suis pas convaincu de son efficacité. Voilà, je ne suis pas convaincu. J'en ai parlé aussi, par exemple, avec Patrice Ribeiro, un des responsables de syndicats policiers, qui explique que ça va être extrêmement compliqué pour les policiers de terrain d'appliquer ce texte. Ils ont beaucoup de sujets à traiter, naturellement. Une forme de révolution. Donc je suis pas sûr que c'est un texte aussi pertinent que certains le pensent. Voilà. Et je crains surtout que c'est un texte qui, au bout du bout, changera quasiment rien aux pratiques actuelles. Alors, la gauche est revenue sur un texte qui avait été, à l'époque, voté par Nicolas Sarkozy. Si vous revenez aux affaires en 2017, est-ce que vous abrogerez ce texte? Ce texte-là, il faudra l'évaluer. Vous savez, on n'a jamais de position idéologique sur aucun texte. Non, mais par exemple, je vous Nicolas réponds Sarkozy là-dessus. propose d'abroger la réforme du collège, oui, etc. Est-ce que sur ce précisément, texte-là... Ce que je veux dire, c'est qu'il faut parfois accepter l'idée qu'on évalue l'effet d'une loi. Cette loi, elle vient d'être votée. Elle n'est même pas publiée au journal officiel. Elle n'a pas eu un début de commencement d'application et vous me demandez si on va l'abroger. En l'occurrence, sur ce sujet-là, qui est un sujet bien compliqué, je trouve qu'il faudra évaluer son effet et puis il y aura un travail parlementaire la question qui va un petit peu plus loin que ça, c'est-à-dire cette semaine, Nicolas Sarkozy dit les rythmes scolaires, on abroge, la réforme du collège, on abroge. La réforme du collège, donc on veut abroger. Tout ce qui était fait par la gauche, aujourd'hui, vous abrogez? Mais pas du tout. Tout à l'heure, je vous ai dit, Michael Zamès, tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai voté avec sérieux et détermination et réflexion la loi sur la procédure pénale présentée par Jean-Jacques Urvoas. Donc je ne suis pas partisan qu'on l'abroge si on revient aux affaires. En revanche, la réforme du collège, oui, concrètement, quand vous échangez avec des parents d'élèves ou avec des professeurs de collège, vous avez conscience que ça ne marche pas. Les enseignements pluridisciplinaires pratiques, ça ne marche pas. On n'a pas besoin de faire du collage pour expliquer ce qu'est l'histoire romaine. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui est complètement à côté de la plaque. Et la réforme du collège par Najat Vallaud-Belkacem, elle n'est pas bonne et il faudra effectivement qu'on l'abroge pour revenir à des fondamentaux. L'école, le collège, ça doit d'abord transmettre des savoirs. Ça ne doit pas faire des ateliers pâte à modeler en 6e ou en 5e. Pas ce jeu jeudi. Voilà. Avec Emmanuel Macron qui est en marche. Il dit avoir beaucoup réfléchi. Emmanuel Macron a lancé un nouveau mouvement politique qui s'appelle donc En Marche. Regardez. J'ai consulté, j'ai associé beaucoup de gens et j'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique. Un mouvement politique nouveau. Emmanuel Macron se met en marche. Mercredi soir, au Palais des Congrès d'Amiens, sa ville natale, il annonce la création de son propre mouvement politique, un mouvement qu'il souhaite au-dessus des partis. Vous pouvez être membre du Parti socialiste et adhérer à En Marche. Vous pouvez être membre des Républicains et adhérer à En Marche, ou membre d'un autre parti républicain. Les réactions n'ont pas tardé. À droite, certains lui réservent un très bon accueil. Je ne vois aucune incompatibilité entre Emmanuel Macron et Alain Juppé. Juppé-Macron, c'est le ticket de 2017 ? Il y a quelque chose qui est intéressant à creuser dans cette direction. Vers un axe Juppé-Macron à la prochaine présidentielle. Pas de précipitation pour ses collègues du gouvernement. L'initiative pourrait au contraire servir la cause de François Hollande en permettant au président d'aller chercher des voix au centre. Mais le trublion ministre entend sûrement rassembler bien au-delà de ces deux formations. Alors j'allais vous dire, il propose même que les Républicains puissent adhérer. Alors, votre avis ? On n'en est pas là. Non, avec Emmanuel Macron, j'ai des convergences et puis un certain nombre de divergences. Au chapitre convergence, je crois que la responsabilité de notre génération,
ça sera quand même de dépoussiérer un certain nombre de pratiques politiques qui appartiennent au passé. Un exemple très concret dont on a déjà parlé avec Emmanuel Macron, la séance des questions d'actualité à l'Assemblée nationale, une espèce de théâtre de marionnettes où la gauche et la droite s'opposent de manière absolument caricaturale dans des clivages qui sont caricaturaux. Ça, je pense qu'en termes de méthode, il faut par exemple sortir de ce genre de choses. Mais il y a des divergences. Je pense qu'on ne peut pas, comme Emmanuel Macron, à la fois dire qu'on crée un mouvement en marche et rester dans un gouvernement qui est à l'arrêt. Voilà, et c'est une question que je lui pose. Qu'est-ce qu'il fait dans un gouvernement où il y a des dinosaures du Parti socialiste, comme Jean-Marc Ayrault, comme Michel Sapin? Qu'est-ce qu'il fait dans un gouvernement de partir de ce gouvernement? Non, c'est à lui d'en juger, mais voilà, je trouve qu'il y a une petite incohérence à être à la fois sans doute sincèrement réformiste et en réalité de rester le prisonnier volontaire d'un gouvernement qui est complètement immobile, complètement sclérosé et qui n'avance sur rien. Je trouve que là, il y a un contraste quand même qui interroge. Pour vous, cette initiative, c'est donc un projet sincère ou au contraire une manœuvre politique? Non, c'est un garçon intelligent qui a des choses à apporter, qui oxygène un peu le débat public. Et je regarde ça avec une certaine sympathie, mais aussi avec beaucoup de lucidité. Encore une fois, je trouve qu'il y a un sujet de cohérence. Je trouve qu'Emmanuel Macron peut difficilement porter les idées qu'il porte et puis en réalité s'arrêter dès qu'on lui demande de s'arrêter. Parce que dès qu'il émet une idée nouvelle, un peu opérationnelle, on lui dit de bien vouloir rester silencieux. Sur la question du temps de travail, il a été complètement cadenassé, et sur plein d'autres sujets, y compris d'ailleurs sur ce qu'on appelle la loi Macron. La loi Macron, au bout du bout, elle a libéralisé les lignes d'autocar. Qu'il prenne sa liberté. Peut-être, mais enfin c'est à lui d'en juger. En tout cas, je pense aussi qu'il faudra à un moment qu'il aille devant le suffrage universel. Je le souhaite pour lui et pour le débat à l'Assemblée. Oui, je trouve que ça serait bien, évidemment. Vous savez, c'est d'ailleurs une différence. On a à peu près le même profil. Vous l'appelez à vous rejoindre à l'Assemblée nationale en termes de formation, le choix que j'ai fait moi, c'est d'aller d'abord me frotter, avec les risques que ça implique, on verra si dans un an je suis réélu ou pas, devant le suffrage universel. Je trouve que c'est aussi ça. Il faut à la fois porter des idées, et ça il le fait bien, il faut être cohérent dans l'action, ça il le fait pas très bien, et puis il y a un moment, il faut aller, je crois, devant les Français, devant les gens, pour se frotter au suffrage universel direct et voir si on a vraiment un mandat du peuple. Alors, on va passer sur une proposition de loi dont vous êtes à l'origine. C'était été débattu cette semaine au Sénat. Elle vise à renforcer le dialogue avec les clubs et les supporters, notamment de foot, contre la lutte sur le hooliganisme, ce qui a donné des idées d'ailleurs à Alexandre Darmon, notre célèbre micro-trotard. Qu'est-ce que vous faites avec votre ballon là? Bah ça, c'est pas... Vous n'avez jamais joué au foot? J'ai jamais joué au foot. Ouais, non. Ouais, il est même pas gonflé. PPL hooliganisme au Sénat. Vous êtes au courant? Oui, un petit peu, ouais. Parce que c'est une bonne chose, parce que franchement, quand on voit parfois la violence qui se développe dans les stades... Vaut mieux éviter et les violences et les bêtises. Avant l'Euro 2016? Pas avant, de façon générale, que ce soit avant l'Euro ou après l'Euro. Moi, je suis pour le foot, le jeu, le sport, les supporters. Vous voulez que je joue au ballon avec vous? Vous savez jouer au football? Un peu à FIFA. Je vais vous faire une tête, là. Voilà. Méfiez-vous, c'est un hooligan. Qu'est-ce que vous répondez aux supporters qui disent qu'il peut y avoir des abus, des atteintes à leur liberté? On a fait en sorte de corriger la proposition de loi qui pouvait apparaître abusive puisqu'elle ne parlait que de l'aspect répressif. Quand on est un hooligan, on doit s'attendre à avoir quelques remarques désagréables à son encontre. Et le hooliganisme, c'est que dans le football? C'est un peu dans ça peut être dans d'autres sports? Pour l'instant, les faits de hooliganisme, on les a surtout vus dans le football. Le volley, il n'y a pas de hooligan? A priori, pas encore. Je vais aller voir. Allez, vous direz. Faut vérifier, faut toujours tout vérifier. Il n'y a pas de hooliganisme dans le volleyball? A priori, non. C'est tous ceux qui ont quitté le football vont au volleyball. Paris! Alors voilà pour le micro-trotard d'Alexandre Darmon qui est allé à la rencontre, notamment des volleyeurs. C'est plutôt calme le volley a priori. Notamment corriger l'aspect abusif et répressif, a dit le secrétaire d'État en charge des sports, Thierry Braillard. C'était vous, ça? Abusif, répressif, c'était dans votre texte? Alors, c'est une proposition de loi que j'ai faite, et vous vous avez pas échappé que je suis donc député d'opposition. Cette loi, future loi à l'arrivée, elle a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, à l'exception du Front National et des communistes. Donc c'est plutôt pas si mal. Pas vraiment un échec. Et j'ai compris qu'effectivement, en commission, les sénateurs ont également donné un feu vert. J'en suis très content. Moi, je suis supporter de l'AJA. Ce soir, j'irai au match AJA-Metz à Auxerre. C'est un texte, je crois, utile. Capital comme match. Non, AJA-Metz, c'est assez utile. Ouais. Non, c'est un texte qui a son utilité. Qu'est-ce qu'on fait? Grosso modo, on fait deux choses. D'abord, on donne un peu plus de pouvoir aux clubs de foot professionnels pour éviter que des individus violents viennent perturber la fête.
Ça, c'est un volet de lutte contre les violences. Et puis, parallèlement, on renforce le dialogue avec les supporters et notamment on demande au club de désigner un référent. Voilà, c'est un texte utile. C'est pas un texte qui va faire la révolution, mais c'est un texte qui complète un certain nombre d'orientations. Et à quelques semaines de l'Euro 2016, on facilite aussi les échanges de données avec l'UEFA. Bref, c'est assez pratique. Ça a été pensé avec des acteurs du monde sportif et il y a eu le feu vert de Manuel Valls et de Bernard Cazeneuve et l'unanimité des parlementaires. Arrive, donc c'est quand même pas si mal. Vous voyez bien. Voilà. Katia. Alors on va rejoindre tout de suite notre partenaire. La loupe du scan, c'est tout de suite. Jim Jarassé, bonjour. Bonjour Mickaël. Bonjour Guillaume Larrivé. On va parler un peu de vous et de Nicolas Sarkozy, que vous connaissez bien. Vous le côtoyez depuis déjà plus de 10 ans. Je crois que vous êtes secrétaire général de l'association de soutien à l'action de Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est correct ? Je vous le confirme, ça s'appelle même d'ailleurs maintenant La France pour la vie. La France pour la vie. Je suis secrétaire général de La France pour la vie. À quoi ça sert concrètement cette association ? C'est une association qui a été créée il y a déjà une quinzaine d'années en réalité, et qui fédère, organise un certain nombre d'actions de soutien à l'engagement qui est celui de Nicolas Sarkozy au service de la France et des Français. Des dons également ? Bien sûr, c'est une organisation qui s'organise, comme son nom l'indique, pour soutenir l'action de Nicolas Sarkozy et qui va monter en puissance, bien sûr, dans les semaines et dans les mois. Pour préparer la candidature de Nicolas Sarkozy ? Pour participer au débat public sous des formes diverses. Mais je vous sens très impatient. Non, mais la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui peut encore aujourd'hui empêcher une candidature de Nicolas Sarkozy ? Tout semble être prêt pour le décollage de la fusée. D'abord, je vous confirme qu'il vaut mieux être prêt avant qu'après. Ça, c'est déjà une information sérieuse, évidemment, qui est une préparation qui est tout à fait nécessaire. Ensuite, il ne faut pas aller plus vite que la musique. Il y a un temps pour tout. Je voudrais rappeler que la primaire, c'est en novembre 2016. Et aujourd'hui, on est en avril. L'élection présidentielle avec la primaire, c'est désormais une élection à 4 tours. Il y a les 2 tours de la primaire, il y a les 2 tours de la présidentielle. Il ne faut pas qu'on ajoute un 5e tour, qui serait une espèce de tour de manège des candidats à la candidature en avril, en mai, en juin, en juillet. C'est ce qui se passe actuellement. Je pense qu'il y a parfois, je le dis vraiment très directement, je pense qu'il y a peut-être un petit peu trop de candidatures à la candidature. La primaire, ce n'est pas l'organisation du quart d'heure de gloire warolien. Ce n'est pas un happening permanent où on vient exposer son ego, sa vie, son œuvre. Et il s'agit de choisir le futur président de la République française, quand même, c'est sérieux. Quel rôle souhaitez-vous jouer aux côtés de Nicolas Sarkozy, justement, dans cette aventure qui semble assez bien parti. Je ne souhaite rien. Ce que je souhaite, c'est le succès de la France, vraiment. Et je crois que je souhaite complètement, évidemment, que Nicolas Sarkozy s'engage encore plus activement au service de la France dans les semaines et dans les mois qui viennent. Mais à titre personnel, sur mon rôle, tout ça n'a strictement aucune importance. C'est pas ça qui compte. La France pour la vie, ça pourrait être un slogan ? La France pour la vie, c'est déjà le titre d'un livre qui se vend extrêmement bien, qui rencontre un succès, un intérêt très, très fort dans tous les départements de France. C'est déjà le titre d'un livre. D'accord. On l'a compris, vous êtes donc un fidèle de Nicolas Sarkozy. Et dans ces cas-là, on se pose souvent la question, pour combien de temps ça va durer ? Il y a des exemples. Moi, je vous réponds très directement, Jim Jarassé. J'essaie de me comporter en officier loyal à son général. Fidélité éternelle ? Mais fidélité, c'est pas la fidélité du chien fidèle. Fidélité, c'est aussi le renouveau. La loyauté et le travail, ça fait aussi partie du renouveau. Je considère que Nicolas Sarkozy a été un grand président de la République, qu'il est aujourd'hui, comme président des Républicains, qui fait un job vraiment de très bonne tenue pour organiser, pour préparer le projet. Et puis je souhaite vraiment qu'il puisse continuer à servir le pays, parce qu'il a plein d'atouts pour ça. Il a de l'imagination, il a une vraie connexion à la fois sur la réalité que vivent les Français au quotidien et sur des enjeux internationaux. Bref, je pense qu'il est tout à fait adapté à la situation. Pourquoi je vous pose la question ? Parce qu'un certain nombre de jeunes pousses sarkozystes, je pense notamment par exemple à Gérald Darmanin, je pense peut-être aussi à Geoffroy Didier qui vient d'annoncer sa candidature et qui dit quoi qu'il arrive, si Nicolas Sarkozy est candidat, je reste candidat, je défendrai mon projet face à lui. Et ces jeunes pousses ont pris leur distance au fil des années. Écoutez, avec Nicolas Sarkozy. Ça ne sera pas votre cas. Moi, je travaille dans l'équipe personnelle ou de stratégie.
je considère encore une fois que la loyauté, ça compte. Je travaille dans cette équipe, j'ai 39 ans, donc je ne suis pas non plus quand même une vieille garde absolue. Oui, et so what, il fait ce qu'il veut, ça n'a aucune importance. Personne n'imagine une seule seconde que la personne que vous évoquez sera présidente de la République française en 2017, je pense. Donc tout ça n'a aucune importance. Il a tort, selon vous, de défendre sa candidature ne m'intéresse pas. Sa candidature ne m'intéresse pas. Il me reste 2 minutes. N'a pas aujourd'hui vraiment d'intérêt. Ce qui compte, c'est de savoir qui sera président de la République en 2017, qui va prendre les mesures utiles dès 2017 pour la France. On va regarder une séquence houleuse qui s'est déroulée mercredi sur le plateau de LCP. Vous étiez face au député PS d'Argenteuil, Philippe Doucet, qui apparemment a pas vraiment apprécié que vous compariez la commune d'Argenteuil à un Molenbeek français. On écoute. Le Parti socialiste est opposé à la loi interdisant le tunnel et la promotion du républicain mode facho. Bien, revenons, mode facho. Pardon. Donc, mais vous en répondrez dans les tribunaux. J'en répondrai, il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Et on répondra de Molenbeek-Argenteuil. Et on en répondra sur Molenbeek-Argenteuil, il n'y a pas de difficulté. Vous en répondrez devant les tribunaux. Vous avez porté plainte, Guillaume Larrivé? À une autre époque, j'aurais proposé à ce député assez obscur d'ailleurs, je leur ai proposé un duel. Mais j'ai fait beaucoup d'escrime à l'époque de Sciences Po il y a une vingtaine d'années. Et voilà, malheureusement, on ne peut plus faire de duel. Vous avez jeté le gant blanc? Non, mais je trouve que c'est lamentable sur le fond. Vous n'avez pas porté plainte? Vous n'avez pas porté Permettez d'avoir un minimum de réflexion juridique pour préparer de manière bien rédigée ce qui doit être fait. Mais au-delà de ça, sur le fond, ce que j'ai voulu dénoncer lors de cet échange très vif, c'est ces espèces de deals communautaristes entre un certain nombre d'élus socialistes et un certain nombre de réseaux islamistes. Ça, c'est une réalité. Il y a des petits arrangements communautaires qui doivent être dénoncés et qui participent de ce qu'Elisabeth Badinter a appelé très justement le gaucho-islamisme ou l'islamo-gauchisme. C'est un vrai problème et ça, il faut l'affronter de près, cette réalité. Alors, même si ça dérange. Le maire d'Argenteuil, qui appartient à votre parti, les Républicains, Georges Motron, il est également monté au créneau sur ce sujet, après votre sortie sur justement cette commune d'Argenteuil. Il a dit, Guillaume Larrivé, il ne connaît pas le terrain, il fait partie des cabinets. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je lui réponds que je suis député, pas lui, il a été battu. Voilà. Bien. Tout ça n'est pas très intéressant. Pardon, les Français qui vivent à Trappes, les Français qui vivent à Sevran, les Français qui vivent dans un certain nombre de quartiers de Île-de-France, ils savent très bien quelle est la réalité qu'ils subissent. Et donc, pardon, même si ça dérange certains petits notables qui ne sont pas contents, il faut dire la vérité, et surtout il faut l'affronter de près. Et je dénonce moi, ces arrangements communautaristes. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne semaine. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, Katia. Très bonne suite de programme sur LCP Public Sénat. Bye bye.